Bonjour, nous sommes le duo de médiation culturelle numérique des bibliothèques municipales de la ville de Genève. Nous avions prévu de vous présenter Geneflix en étant là, en chair et en os. Et puis la suite, vous la connaissez. Un virus dont nous sommes fatigués de prononcer le nom est devenu le special guest non désiré de notre programmation 2020 consacrée au thème du monstre. Nous vous proposons donc de découvrir la vie et les prodiges des phénomènes de foire genevois dans cette mini-série en 3 épisodes en ligne. Premier épisode, Clophulia. Vous vous souvenez peut-être de Conchita Wurst, à partir d'un territoire, l'Autriche, assez peu présent dans la culture pop mondiale. Cette créature singulière fait son apparition internationale en automne 2013 lorsqu'elle est choisie pour représenter son pays au concours Eurovision de la chanson. Je travaillais à ce moment-là dans la rédaction d'un journal et en voyant apparaître ce phénomène, j'ai décidé de lui donner la parole. J'ai établi le contact, j'ai appelé et j'ai ainsi pu discuter avec Tom Neuwirth, l'artiste qui donnait vie à Conchita Wurst, qui m'a dit, je le cite, « Un jour, j'ai décidé d'être moi-même. C'est ainsi que je me suis transformé en femme à barbe. » Pour comprendre les implications de son propre geste, s'approprier en tant qu'homme la figure iconique de la femme barbue, Tom s'était mis alors à se renseigner. Je le cite à nouveau. « Tout le monde me parlait de la très longue histoire des femmes à barbe. C'est une figure qui a toujours été là, dans différentes cultures, parfois même dans un rôle de déesse. » C'est ainsi qu'en googlisant ce que Tom m'avait raconté, pour faire du fact-checking, j'ai appris que oui, en effet, le culte d'une Aphrodite barbue avait laissé des traces sur l'île de Chypre. Mais c'est surtout ainsi que je suis tombé pour la première fois sur Clophulia. Joséphine Clophulia, ou Joséphine Bois de Chêne, ou Joséphine Guillot, donc selon que l'on prenne en compte son nom de naissance, ou celui de son premier, ou celui de son second mari. Née en 1829 ou en 1831, il y a un certain flou, à Versoix, près de Genève, devenue l'une des vedettes de l'American Museum de Phineas Taylor Barnum à New York, le plus célèbre freak show, la plus célèbre foire aux phénomènes de tous les temps, que voici en version fiction dans la comédie musicale The Greatest Showman. Pourquoi, je me suis demandé alors, n'avais-je jamais, en 25 ans de vie à Genève, entendu parler d'une telle célébrité genevoise? Et pourquoi personne autour de moi n'en avait pas non plus jamais entendu parler? Est-ce que cette histoire était vraiment vraie? Après, englouti par le coq à l'âne habituel du travail journalistique, je suis passé au sujet suivant, en oubliant Clophulia pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que le thème monstre de la programmation 2020 des bibliothèques municipales me la ramène à l'esprit. Clophulia, femme à barbe genevoise. J'imaginais autour d'elle tout un monde, un microcosme de phénomènes de foire et de bonimenteurs, un monde perdu, oublié, quasi perdu, oublié, en dehors de quelques traces visuelles en ligne sur le site participatif notrehistoire.ch et sur le site iconographique de la Bibliothèque de Genève. Image qui montre Genève investie par les carrousels et les baraques foraines lors des festivités de Nouvel An autour de 1900. Nous avons donc plongé là-dedans en imaginant que nous y trouverions Clophulia et ses collègues et ses employeurs et son public. Et nous avons fini par la trouver en rencontrant au passage une brochette de phénomènes phénoménales, mais la réalité, évidemment, est beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imaginait. Pas de Nouvel An sans tour des baraques. C'est la Tribune de Genève qui le dit le 1er janvier 1892. Pour les fêtes de Nouvel An, le centre-ville de Genève se transforme à cette époque-là en un champ de foire
remplie de carrousels, d'attractions, qui présentent le dernier cri des nouvelles technologies comme le cinématographe dès 1896 et de baraques foraines abritant des phénomènes. Comment faire ce tour des baraques un siècle après leur disparition? Comment se transporter là-dedans? Comment pousser la porte d'une de ces constructions éphémères? Comment voir ce qu'on y montrait? Les exhibiteurs de phénomènes, comme on disait, n'ont pas laissé d'archives. La municipalité qui gérait ce champ de foire, en attribuant les emplacements et en encaissant les redevances, n'a pas gardé les archives de ces interactions avec les forains. Pour en trouver des traces, nous avons donc plongé dans ces grands réservoirs numériques que sont les archives de la presse en ligne, en cherchant les bons mots-clés pour nager dedans sans nous noyer. C'est un jeu de piste où chaque mot-clé conduit à un autre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval. L'un des mots-clés qui nous ont fait remonter le plus loin dans le passé est phénomène. On tombe ainsi sur le 26 février 1833, lorsque la Gazette de Lausanne présente une exhibition qui arrivera également à Genève 2 semaines plus tard. Monsieur Paganini, italien, vient d'arriver dans cette ville, accompagné d'une jeune fille de 25 ans, de la race des Esquimaux, habitants du Groenland, qu'il fera voir au public dans son costume au numéro 26 rue Saint-Pierre, au premier étage. On y peut voir en même temps les armes du Groenland et des fruits du Canada, où la petite ci-dessus a été faite prisonnière. Monsieur Paganini prie le respectable public de ne point la confondre avec les autres prétendus phénomènes. Il a présenté au bureau de ce journal les certificats qui attestent qu'il a parcouru toutes les capitales de l'Europe et qu'il a obtenu partout les suffrages des connaisseurs. Il n'existe aucune image de cette femme. Donc, pour vous la montrer, je l'ai dessinée en prenant comme modèle une ancienne photo d'une jeune Inuit en Alaska et en ajoutant une corde pour faire écho à cette formule terrible, la petite a été faite prisonnière. En réalité, on ne sait pas si la jeune femme montrée à Lausanne et Genève avait vraiment les mains liées. 2 semaines plus tard, la même annonce est publiée dans le Journal de Genève. Le lieu où la jeune Inuit est montrée est l'Hôtel de la Balance. Un tour rapide sur Google nous fait tomber sur un nouveau guide de l'étranger à Genève et dans ses environs, daté de 1849, qui nous permet de situer cette exhibition. Rue du Rhône 57, avec vue sur la place Bel-Air. Le guide de voyage précise. Cet hôtel, qui fut pendant longtemps le préféré des personnages de haute volée, quoique déchu de ce privilège, est un des premiers et des mieux tenus. L'annonce genevoise de l'exhibition de la jeune Inuit est légèrement différente de la version lausannoise. Monsieur Paganini a visité les capitales et les principales villes de l'Europe, où il a obtenu de nombreux suffrages que lui ont mérité les examens attentifs de son exemplaire. Il est au reste porteur de certificats qui peuvent attester au besoin la vérité de ce qu'il avance. Les habitants de cette ville voudront donc ne pas la confondre avec d'autres prétendus sauvages qui auraient pu tromper leur crédulité. Cette jeune fille est visible tous les jours de 11h à midi et de 2h à 8h du soir. La clôture définitive aura lieu samedi prochain. Prix des places, première 21 sous, seconde 1 florin. 21 sous, 1 florin. Voir la jeune Esquimaude, est-ce que c'est cher? Alors, l'annuaire statistique rétrospective de Genève, téléchargeable en ligne avec ses statistiques économiques et sociales pour la période 1815-1914, dispose de peu de données pour ces temps reculés. Le seul terme de comparaison qu'il offre pour l'année 1833 est le salaire d'un berger. Donc, c'est 130 francs par an, soit 11 francs par mois. Il faut donc payer, pour voir cette Esquimaude, 1/10 du salaire mensuel d'un berger, si on veut des places en première classe, et 1/20 si on se contente de la seconde. Faites le calcul à partir de votre revenu mensuel. C'est cher. On apprend ainsi qu'à Genève, comme d'ailleurs un peu partout ailleurs, on exhibe en tant que phénomène des personnes issues des mondes lointains, supposément sauvages, qui sont alors en train d'être soumis et colonisés par l'Occident. On apprend aussi que l'exhibition de la jeune Inuit, vu l'hôtel chic et vu le prix des places, est relativement prestigieuse. On sait d'ailleurs qu'au cours des siècles précédents,
Avant de se démocratiser et de devenir un divertissement populaire, l'exhibition de personnes exotiques était un passe-temps dans les cours des monarques. On apprend enfin qu'il y a également des faux et des fausses, des prétendus sauvages, avec lesquels il ne faut pas confondre les vrais, et auxquels la presse fait allusion, mais dont elle ne parle pas à Genève, dans tous les cas. Pour l'instant, notre ville est sans doute encore trop guindée pour en parler. Le journal La Sentinelle du Jura, en revanche, en parle le 8 octobre 1856. Décidément, notre siècle abuse de tout, et on ne peut plus croire à rien. Pas plus au civet de lièvre chez les restaurateurs qu'à la femme sauvage sur nos champs de foire. Hélas, oui, ces femmes horriblement noires que nous avons tous vues s'élancer avidement sur les poulets crus et les déchirer avec une satisfaction des moins équivoques, ces femmes-là ne sont pas plus noires que bien d'autres réputées blanches. Nous reviendrons dans le deuxième épisode sur cette figure de dévoreuse ou dévoreur de volailles crues que le langage de la fête foraine appelle divio en français ou geek en anglais. Si on fait, pour l'instant, du marabout bout de ficelle et qu'on se laisse mener du mot-clé phénomène au mot-clé femme sauvage, on peut remonter encore un peu plus loin dans le passé. Donc 5 ans avant la jeune Inuit montrée à l'hôtel de la Balance, Genève a assisté en 1828 à l'exhibition d'un groupe de chefs guerriers et femmes sauvages de la tribu des Grands Osages, venus du Missouri, et montrée à l'hôtel de l'Arquebuse à la Coulevrenière. La stupéfiante équipée de ce groupe amérindien, qui sera abandonné sur les routes de France par son exhibiteur avant d'être accueilli et hébergé par la population de Montauban, a fait l'objet de plusieurs livres. Après ces premières traces, entre le divertissement chic que constitue l'exhibition de personnes issues de peuples considérés sauvages et le spectacle truculent des sauvages pour de faux, après ces premières traces, donc, nos sources en ligne plongent dans un quasi-silence qui dure environ 25 ans, jusqu'en 1859. C'est dans ce silence que surgit Clofoulia. Clofoulia voit le jour le 25 mars 1829 ou 1831, sous le nom de Joséphine Bois de Chêne, dans une plaisante demeure sise au bord du lac à Versoix. Selon le site web de l'association Patrimoine versoisien, cette bâtisse est celle qu'on appelle aujourd'hui le château, sise à la route de Suisse 51. La voici, telle qu'on peut la voir aujourd'hui sur Google Street View, figée dans une version en chantier datant d'il y a quelques années. Et voici sa façade, telle qu'on la voit sur le blog d'une versoisienne appelée le blog de Carole. Joséphine voit donc le jour là-dedans, fille d'une bonne famille, comme on dit. Sa mère Françoise, née Masset, fille d'un riche agriculteur, mourra alors que Joséphine est encore petite. Son père Joseph a été brigadier dans la gendarmerie genevoise, mais il est devenu agriculteur à son tour pour ne pas passer de longs mois loin de son épouse. L'étrangeté du système pileux de Joséphine se manifeste très tôt. Tout d'abord, alors qu'elle n'est qu'un bébé, comme un léger duvet sur le corps et le visage. Ensuite, comme un véritable pelage. Et enfin, dès l'âge de 7 ou 8 ans, comme une barbe très fournie. Alors que faire? Les médecins consultés conseillent de ne pas raser, ni même couper, pour éviter que la barbe ne devienne encore plus longue et épaisse. Les parents obtempèrent et Joséphine grandit comme une fille, barbue, oui, mais par ailleurs parfaitement normale. Son voisinage, semble-t-il, habitué à la voir tous les jours, cesse vite de prêter attention à ce qui pousse au menton de la gamine. Les images que vous voyez ici, entre parenthèses, ne montrent pas la petite Joséphine. C'est ce qu'on trouve si on cherche sur Google une petite fille barbue. En face de la maison de la famille Bois de Chêne se trouve l'Hôtel du Lac, établissement chic, fréquenté par une clientèle internationale qui ne se gêne pas, elle, de manifester son émerveillement face à la jeune fille et à sa barbe. Parmi les hôtes de l'hôtel, il s'en trouve même qui suggèrent que Joséphine pourrait se lancer dans une carrière en voyageant et en se montrant en public. Le bruit circule jusqu'à ce que, semble-t-il, des entrepreneurs du monde du spectacle, ayant eu vent du phénomène, se rendent sur place pour proposer à Joséphine des engagements qui, pendant un temps, sont systématiquement refusés. En 1849, alors que Joséphine est âgée de 18 ou de 20 ans,
le directeur d'un théâtre lyonnais fait enfin au père de Joséphine une offre particulièrement avantageuse pour un engagement d'1 année qui, cette fois, est accepté. Le père et la fille s'embarquent ainsi en une tournée française. Lyon, Montpellier, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Montauban, Périgueux, Libourne, Bordeaux, Angoulême, Limoges, Rochefort, La Rochelle, Tours, Angers. Joséphine Bois de Chêne devient la toute première dame à barbe à prendre le chemin de la célébrité. Ses consoeurs qui forment avec elle le panthéon très exclusif des bearded ladies célèbres viendront en effet toutes après. Annie Jones, exhibée dès sa première année de vie en 1866. Clémentine Delay, à partir de 1901. Jane Barnell, nom de scène Olga Roderick, ici dans une photo de groupe du film Freaks, la monstrueuse parade, en 1932. Il y a eu bien sûr avant elle des femmes à barbe remarquées, parfois même portraiturées, comme Madame Robineau, marchande de poissons à la place du Mollard à Genève, immortalisée par Jean-Baptiste Bonjour en 1847, dans un portrait exposé au Musée d'Art et d'Histoire, dans la succursale Maison Tavel et également visible en ligne. Sur elle, l'antiquaire genevois Charles Roumieux écrira, dans un petit ouvrage appelé « Joyeuseté genevoise et célébrité de la rue », les lignes suivantes. Remarquable par son bas goût, elle avait, sans être belle, une figure très mobile et par cela même captivante. Petite, brune comme une bohémienne, yeux d'onyx, épais sourcils, barbe au menton, s'il vous plaît, qui rejoignait une moustache dont bien des conscrits se seraient rendus fiers. Sur la place, on n'entendait qu'elle. Déjà âgée, elle convola en secondes noces. La voici donc, la poissonnière Robineau, sur son territoire, dans un autre tableau, La place du Mollard en 1843, de Henri Germain Lacombe. Revenons à Joséphine. Au cours de sa tournée française en 1850, lors d'un séjour dans la ville de Troyes, la jeune femme rencontre un jeune homme appelé Fortuné Clofoulia, peintre paysager, originaire des Grisons, âgé de 19 ans. La peinture que Joséphine pratique elle-même en amatrice et les racines suisses communes rapprochent peut-être les deux jeunes personnes. Le fait est que l'instant d'après, Joséphine et Fortuné sont fiancés. Le trio, formé du jeune couple et du père de Joséphine, part ensuite pour Paris. Cette fois, aux émerveillements habituels, donc ceux de la foule et des éminences médicales locales qui ont pour coutume d'examiner les phénomènes de foire en parallèle à leurs exhibitions publiques, s'ajoute, dit-on, celui du futur empereur Napoléon III, qui est alors prince-président, qui est barbu lui aussi, qui invite Joséphine dans sa résidence et qui lui fait des cadeaux princiers. Des entrepreneurs anglais manifestent alors leur intérêt pour le phénomène et le trio part en 1851 pour Londres, où Joséphine est exhibée à plusieurs endroits, dont semble-t-il l'exposition universelle, et examinée en septembre de la même année par un certain Dr. Chown, qui écrit sur elle un article intitulé « Un cas remarquable de croissance hirsute chez une femme. Remarkable case of hirsute growth in a female », publié dans la prestigieuse revue médicale The Lancet, et complété par un portrait. C'est la toute première image connue de Joséphine Bois de Chêne, qui poursuivra bientôt sa carrière sous le patronyme de son fiancé, Clofoulia. La raison pour laquelle le médecin londonien est consulté, selon ce qu'il écrit lui-même, est en effet le mariage en vue de Joséphine et le fait que, donc je cite le docteur Chown, l'apparence masculine de son visage a suscité des scrupules dans l'esprit de personnes qui auraient autrement célébré la cérémonie de son mariage. Le sexe de Joséphine est certifié par le médecin, qui signale au passage que ses occupations et dispositions sont toutes féminines, et qu'elle est enceinte de 5 mois. C'est donc à Londres que Joséphine se marie, devenant ainsi Madame Clofoulia. C'est aussi à Londres qu'elle donne le jour en décembre 1852 à son fils Albert, qui se révèle rapidement aussi barbu que sa mère. Et c'est à Londres, enfin, que Joséphine est approchée par un entrepreneur américain qui l'invite à se donner en spectacle aux États-Unis. Et aux États-Unis, les traces de Joséphine Clofoulia sont abondantes.
À travers les articles de la presse locale, on peut retracer ses exhibitions à Boston, puis dans l'American Museum, du plus grand montreur de phénomènes de tous les temps, donc Phineas Taylor Barnum, qui donne Clofoulia en spectacle pendant 9 mois, entre 1853 et 1854, et qui publiera une brochure promotionnelle Life of the Celebrated Bearded Lady, Madame Clofoulia. C'est ainsi que le film The Greatest Showman montre, en prenant ses libertés par rapport à ce qu'on sait de la réalité historique, la rencontre de Barnum avec sa première dame à barbe. Oh. Sir, you shouldn't be here. I'm sorry. Who's doing this singing? It's you, isn't it? Sir, I have to ask you to leave. You are so talented, blessed. Extraordinary. Unique. I would even say beautiful. Sir, please leave me alone. They don't understand, but they will. Un concurrent de Barnum, le colonel J. H. Wood, qui exploite un musée de phénomènes vivants à Cincinnati, dans l'Ohio, entraîne ensuite Joséphine Clofoulia dans une tournée de 2 ans, de la côte Est jusqu'à l'ouest de l'Ohio. L'enfant poilu de Joséphine, affublé du nom de scène Ésaü, en référence à une barbe biblique, est exhibé aux côtés de sa mère. Ensuite, les informations se font plus rares et contradictoires. Selon certaines sources, Fortuné, le mari, tombe malade en 1856, rentre seul en Europe pour se soigner et finit par mourir. Selon une autre version, le couple divorce et le père obtient la garde de l'enfant. Dans les 2 cas, on sait que Joséphine se remarie à Saint-Louis, Missouri, avec un certain Joseph Guillot, de profession Swiss Warbler, c'est-à-dire imitateur d'oiseaux, appelé Signor Guillot parce qu'il était natif de Gênes en Italie, collègue et compagnon de tournée de Joséphine depuis 1855 dans le musée itinérant du colonel Wood. Joséphine Bois de Chêne, Madame Clofoulia, poursuit ainsi sa carrière sous le nom de Madame Guillot. Ensemble, Joséphine et Joseph partent en tournée à Cuba, à Porto Rico, à Sainte-Croix et Saint-Thomas dans les îles Vierges, en Nouvelle-Écosse et dans le Nouveau-Brunswick au Canada, à Amsterdam parce qu'un petit détour, pourquoi pas, puis en 1862 à San Francisco et dans le reste de la Californie, au Nevada et enfin en Australie et Nouvelle-Zélande où la petite famille recomposée arrive en février 1863 et où on en trouve des traces à Sydney et Auckland jusqu'en 1864. Selon des sources invérifiables, Joséphine meurt 10 ans plus tard, en 1875, âgée d'environ 45 ans. Ce que nous venons de partager avec vous est, grosso modo, la totalité de ce qu'on connaît au sujet de Joséphine sur le plan factuel. Tout ce qu'on a d'autre, ce sont quelques remarques sur sa personnalité sociale. Elle a l'air très intelligent et respectable, lit-on dans les sources. Elle s'habille avec goût. Ou encore, elle s'exprime parfaitement en 3 langues, l'anglais, le français et le suisse. Elle est avec tout cela une parfaite dame, a perfect lady, sous tout rapport. Il reste néanmoins 3 grandes questions. La première, que se passait-il dans les exhibitions de Clofoulia? Y avait-il des interactions avec son public ou seulement des regards qui se posaient sur elle? Un journaliste du Daily Alabama Journal écrit en 1853 que la Bearded Lady a la plus jolie paire de moustaches que vous ayez jamais vue et qu'il a eu le plaisir de poser sa main sur elle, les moustaches. Cette autorisation de toucher le poil facial de la dame barbue était-elle réservée aux journalistes ou était-elle valable pour tout le monde? On ne sait pas. Deuxième question, que voyaient les spectateurs et les spectatrices en regardant Clofoulia? Qu'est-ce qui les motivait à la regarder?
L'historien américain Sean Traynor, spécialiste des questions de genre en général et de l'histoire de la barbe en particulier, a publié en 2014 une étude qui plonge dans les archives de la presse américaine pour chercher les traces de ces regards. Le constat qui en ressort est surprenant. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, écrit Traynor, Clophulia n'est pas, aux yeux de son époque, une créature qui challenge les frontières entre masculin et féminin. Pour son public, elle est clairement, pleinement, une femme. Pourquoi ? Parce qu'on est alors au milieu du XIXe siècle, avant ce que l'historienne Alice Domura-Dreger appelle l'âge des gonades, l'époque qui mettra, à partir de 1870, la biologie plutôt que le comportement au centre de l'identité de genre. Clophulia est perçue à 100% comme une femme parce qu'elle se tient, s'exprime, se comporte à 100% comme une femme selon les normes de son monde et de son temps. Tout le monde voit donc Clophulia comme une femme. Tout le monde, apparemment, sauf les représentants de la loi, méfiants par métier, et un spectateur mécontent, le dénommé William Charr, qui paye son entrée pour voir la Dame à barbe en 1853, peu après l'arrivée de Joséphine à New York, et qui, en sortant, fait un scandale et dénonce Phileas Taylor Barnum car il estime qu'il a été arnaqué. Il a payé pour voir une femme barbue, dit-il à la police, et ce qu'il a vu n'est rien de plus qu'un homme travesti. Le litige est porté devant un tribunal où Barnum présente les certificats de 3 médecins ainsi que les témoignages du mari et du père de Clophulia pour confirmer que la dame est bien une femme. Le spectateur mécontent est débouté, la presse est alertée, la nouvelle fait le tour du monde. Quelques journalistes tirent alors la conclusion très vraisemblable qu'il s'agissait là d'un coup monté et que le plaignant était en fait un complice de Barnum. Businessman sans trop de scrupules, ce dernier était un pionnier de l'idée selon laquelle toute polémique est bonne à prendre, toute fake news est bonne à propager et il n'y a pas de mauvaise publicité. La dernière question, la plus difficile, est comment Joséphine vivait-elle tout cela ? Là-dessus, on ne peut qu'imaginer en cherchant sans doute en vain des indices dans son portrait ou en se reportant, faute de mieux, à la manière dont la fiction s'est emparée de cette figure, en montrant une femme qui fait de sa différence une source d'empouvoirment. Dans le prochain épisode, nous vous raconterons l'éclosion du chant de phare genevois dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec ses femmes homards, femmes chiens, femmes poules, ses hommes troncs et ses faux sauvages en cage. Et dans le dernier, vous comprendrez pourquoi j'ai une barbe.